Bonjour à tous, merci de participer à ce webinaire de présentation du projet Vilas que nous avons conduit avec l'adresse et le produit Digdash. Donc ce que je vous propose, c'est de faire une petite présentation du projet avec un petit agenda qui va s'afficher maintenant avec une présentation de la société Atoll Conseil Développement, ce sera très rapide. Digdash aussi va se présenter. Et puis bien sûr, on va vraiment faire un focus sur le projet avec une petite revue de l'expression de besoin de ce projet, des enjeux aussi. Donc on remercie Monsieur Olivier Léon de participer de l'adresse à ce projet. Un petit bout d'architecture, une démonstration qui sera assez longue, et puis bien sûr une séance de questions-réponses. Alors en termes de technique, vous allez pouvoir poser des questions dans le bouton en bas à droite qui vous permettra de poser des questions au fur et à mesure du webinar. Et ces questions, nous y répondrons à la fin, autant que faire se peut en fonction du temps qui nous reste. Donc côté intervenant, nous avons donc Monsieur Léon qui va se présenter en fait de l'adresse. Oui, bonjour, Olivier Léon. Donc, je suis adjoint à la sous-directrice de l'observation de la solidarité à l'adresse. Et donc, dans le cadre de ce projet Vilas, j'ai eu l'occasion de remplir le rôle de maître d'ouvrage pour élaborer cet outil dont je vous ferai une démonstration tout à l'heure. Merci Olivier. On a également Grégory Bourgoin de Digdash. Bonjour à tous, je m'appelle Grégory Bourgoin, je suis directeur commercial de nos activités en France et j'aurai l'occasion d'introduire Digdash sur quelques slides. Voilà, on a également Édouard qui a participé au projet, côté Atoll. Bonjour, Édouard Métivier, donc chef de projet data chez Atoll. Et moi-même, Sylvain Declois, donc, qui est en charge d'activité data au sein d'Atoll Conseil et Développement, que je vais vous présenter rapidement pour ceux qui ne nous connaissent peut-être pas. Donc, Atoll Conseil et Développement, nous sommes une société d'environ 220 collaborateurs, un petit peu plus là. Nous sommes une société de service à une ESN. Et notre travail, c'est bien sûr d'accompagner nos clients sur tout un tas de thématiques. Nous avons plusieurs agences avec des équipes de développement sur plusieurs sectorisations métiers avec une forte croissance, comme vous le voyez dans le petit diagramme en bas à droite. Donc on peut peut-être passer aux expertises, je vais pouvoir un petit peu détailler. Donc moi j'ai en charge l'activité data qui représente une vingtaine de personnes. Donc notre travail, je vais le détailler juste après, mais nous faisons aussi pas mal d'applications sur mesure, de développement spécifique. Donc aussi bien pour des collectivités territoriales que des administrations, des ministères, que des entités privées. On a un gros pôle qui s'occupe de dématérialisation avec une solution de gestion électronique de documents qui s'appelle Alfresco, dont nous sommes un des leaders en France depuis un certain nombre d'années, une quinzaine d'années. Nous faisons également du développement de portails, de services, donc de la relation citoyen ou des intranets, des extranets. Et tout ça, nous allons l'héberger dans certains cas avec une plateforme que nous avons chez OVH et nous hébergeons des gros clients en TMA sur ces plateformes-là. Sur la partie data, puisqu'on va parler plus précisément de cet aspect-là, si on présente l'activité, donc nous avons une activité qui est née en 2010 à peu près. On a développé une expertise data sur la chaîne complète, qui va de la préparation des données au stockage, que ce soit de type data lake ou data warehouse, à la restitution. Et donc, on est en mesure d'accompagner nos clients sur des projets de valorisation de données, d'informatique décisionnelle, même de data science, que ce soit sur la capture des besoins, la conception d'architecture, et puis bien sûr la mise en place des flux de données et des restitutions. Alors, depuis quelques années, nous avons élaboré, concrétisé, on va dire, un partenariat avec Digdash au travers d'un projet, en fait. C'est un projet qu'on a remporté il y a plus de 2 ans pour le ministère de la Santé. C'est un projet qui s'appelle Aquacis. Nous avons eu l'occasion de faire un webinaire il y a quelques mois sur ce dossier. Et au travers de ce dossier, nous avons
établi un partenariat avec DigDash, qui est une solution qui est vraiment très intéressante. C'est une solution française, je pense que Grégory va pouvoir détailler, qui se positionne vraiment comme une alternative plus que sérieuse à des leaders du marché anglo-saxon. Donc on pense à Tableau, Power BI ou Qlik. Et nous avons déjà engagé pas mal de projets. Donc bien sûr le projet Vilas que vous allez découvrir aujourd'hui, qui est un observatoire de données. Mais nous abordons aussi plusieurs autres dossiers, notamment une thématique aide sociale ou un observatoire de l'eau pour le département de la Côte d'Or. Des indicateurs financiers pour un syndicat des eaux en Charente. Et là, nous avons 2 gros projets en cours, là, notamment AgriLocal et un gros dossier de refonte au ministère de la Pêche. Donc, c'est un partenariat très actif, très fructueux. Et je vais passer la main à Grégory pour que vous puissiez avoir une vue un petit peu plus complète de ce que fait la solution DigDash. Alors, merci tout d'abord à TolCD de nous avoir invités à prendre la parole 5 minutes pour se présenter. Alors, sur le slide suivant, donc ce premier slide, simplement pour vous dire que nous sommes bien éditeurs de logiciels. DigDash est bien un éditeur de logiciels français et spécialiste sur le marché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'édite qu'un seul et même logiciel. Et la stratégie de DigDash, c'est bien d'être le meilleur sur cette brique logicielle. Une stratégie plutôt orientée best of breed. 2 mots sur DigDash pour ceux qui ne nous connaissent pas. DigDash a été cofondé en 2006. Nous disposons aujourd'hui de 3 bureaux. À Aix-en-Provence, il s'agit du siège et de la R&D, à Paris et à Madrid. DigDash aujourd'hui s'est déployé à plus de 150 000 utilisateurs. Nous comptons aujourd'hui plus de 450 clients. Nous sommes présents dans 25 pays et déployés en 12 langues. DigDash a une croissance assez confortable de plus de 40% de projets par an. Sachez également que nous avons été interrogés par l'organisme d'études indépendant qui s'appelle BARC, qui mène chaque année une enquête BI auprès d'une trentaine d'éditeurs BI du marché. C'est une étude comparative que vous pouvez télécharger d'ailleurs sur notre site web. Ce qui ressort de cette étude-là, et notamment en interrogeant, en lançant une enquête de satisfaction auprès de l'ensemble de nos clients, dans les gros faits marquants, DigDash ressort leader dans 16 catégories, 93% de nos clients sont satisfaits par DigDash et 90% trouvent le support excellent. Je vous invite à télécharger cette étude comparative, cette enquête BI sur notre site web. Slide suivant. Sur ce slide, je souhaitais partager avec vous les 3 grands cas d'usage couverts par DigDash, notamment dans les collectivités, les ministères et les grandes organisations privées. Dans l'ordre, sachez que DigDash, c'est déjà un outil de pilotage, du pilotage d'indicateurs stratégiques parfois, d'indicateurs plus opérationnels, dont ce pilotage se fait en cœur de métier davantage sur du tableau de bord dynamique web. Mais sachez que DigDash a des capacités de diffusion de rapports PDF, PowerPoint, Excel, newsletter personnalisables qui viennent compléter ce pilotage web. Le deuxième cas d'usage que l'on va couvrir avec DigDash, il s'agit d'un cas d'usage d'exploration, permettre aux utilisateurs métiers d'explorer leurs données, d'interroger leurs données en toute autonomie et de créer un premier niveau de tableau de bord en toute autonomie. On va parler de self-service BI, de BI en libre service. Le troisième cas d'usage que va couvrir le logiciel DigDash, ce sont des usages de notre côté, on parle de data communication, donc des sujets, comme son nom l'indique, de communication, non plus de pilotage, mais de communication, qui font l'objet du coup du témoignage client que va vous présenter Olivier Léon tout à l'heure. Communiquer, ça veut dire quoi? Data communiquer, ça veut dire que les organisations ont de la donnée et souhaitent communiquer sur ces données-là. Ça peut être une communication interne qui va se trouver davantage sur un intranet, ça peut être une communication vers l'extérieur et donc là d'intégrer de la donnée soit sur un extranet dans un contexte un peu plus privé ou directement sur le site web de l'organisation dans un contexte un peu plus public. 3 grands cas d'usage couverts. Slide suivant, s'il te plaît, Edouard. Sachez également que DigDash
est présent sur tous les secteurs d'activité aujourd'hui, de la grande PME au grand compte, qu'il soit industriel, comme avec un acteur comme Valeo par exemple, que ce soit dans le domaine de l'énergie avec Engie, de l'assurance avec Massive, de la distribution avec Promode ou Mobalpa. Digdash est présent sur tous les secteurs d'activité aujourd'hui. Slide suivant, s'il te plaît, Edouard. Si on zoome sur le secteur public, objet du témoignage d'aujourd'hui, notez que Digdash est un acteur de référence aujourd'hui sur l'ensemble du secteur public. Nous sommes présents aujourd'hui au sein de 7 grands ministères. Nous sommes présents dans les grandes organisations de recherche, dans les grandes organisations de santé, d'emploi, mais également à une maille beaucoup plus locale sur le slide suivant. Donc, dans une maille locale, que ce soit et notamment dans les universités, les centres hospitaliers et les collectivités où un certain nombre sont représentés aujourd'hui, présents dans plus de 15 départements aujourd'hui en France, présents dans 2 grandes régions françaises, présents dans 4 métropoles et présents comme unique solution de data visualisation pour les 27 directions de la mairie de Paris. Merci à vous et je laisse la parole à Edouard ou Olivier, je ne sais pas. Peut-être pour ma part, donc introduire le projet avant de laisser la parole à Edouard. Hein, donc pour introduire le projet, je vais redire peut-être quelques mots très rapides sur ce qu'est la DRES et donner quelques éléments sur la genèse du projet, c'est-à-dire le besoin qui a conduit à le développer. Donc la DRES, c'est quoi? C'est la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère en charge de la santé et des solidarités. C'est-à-dire que c'est le service statistique de ce ministère. Donc, on est organisé en 3 principales sous-directions. Donc, une sous-direction qui traite des statistiques liées à la santé, donc que vous connaissez peut-être à travers tout ce qui a été publié pendant la crise sanitaire en matière notamment de dépistage et de vaccination. Une sous-direction chargée de la synthèse de ces éléments, notamment avec les comptes de la protection sociale et de la santé, avec des études sur également le non-recours aux prestations sociales. Et puis, une sous-direction, donc c'est dans cette sous-direction que je travaille, qui est plus spécifiquement dédiée aux thématiques solidarité, c'est-à-dire la protection de l'enfance, les retraites, le handicap, la dépendance des personnes âgées et les bénéficiaires de minima sociaux. Alors, dans cette sous-direction, on agrège, on manipule, on traite un certain nombre d'informations qui sont issues de sources administratives, mais également d'enquêtes. Et nous réalisons beaucoup d'enquêtes auprès des conseils départementaux, puisque ce sont les conseils départementaux qui sont les chefs de file des politiques sociales dans les territoires. Et donc, historiquement, depuis les lois de décentralisation, nous interrogeons de façon assez massive les conseils départementaux sur des éléments donc, qui ont trait à ces thématiques qui relèvent de leurs compétences, à savoir protection de l'enfance, dépendance des personnes âgées, politique du handicap et insertion des bénéficiaires de minima sociaux. Donc tout ça fait une grande masse d'informations. En plus de ces informations-là, nous sommes en train de faire remonter toujours de la part des conseils départementaux des données individuelles sur les bénéficiaires de minima sociaux, les bénéficiaires de prestations autonomie et handicap et prochainement des bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance. Donc ces informations qui nous sont remontées des conseils départementaux sont appelées à l'avenir à s'accroître massivement. Et donc, pour permettre aux conseils départementaux déjà de pouvoir traiter et analyser les informations qu'ils nous transmettent eux-mêmes, et puis en plus de pouvoir se comparer entre eux, donc d'avoir une vision nationale et globale de leur positionnement par rapport à des départements qui ont à peu près les mêmes caractéristiques, on a souhaité développer cet outil
de visualisation qui permet, je vais vous en faire la démonstration tout à l'heure, d'accéder rapidement à des indicateurs issus de ces remontées départementales et d'autres indicateurs qui sont produits par la statistique publique. Donc le besoin, il est là, c'est permettre aux départements et puis plus largement à d'autres utilisateurs, hein, puisque c'est un tableau de bord qui est largement ouvert, d'autres utilisateurs de la sphère sociale, de pouvoir accéder rapidement à de la donnée, à de la visualisation et de pouvoir comparer les départements entre eux. C'était ça la genèse du projet et du besoin, et je vais y revenir tout à l'heure. Pour ça, on s'est appuyé donc bien sûr sur Digdash et puis donc Atoll CD, mais également sur un groupe d'utilisateurs que l'on a mobilisé et qui comportait des représentants des départements. Voilà, je passe peut-être la parole à Édouard. Oui, merci Olivier. Donc je vais continuer sur la partie, on va dire, du projet. Donc comme vous l'avez dit, l'objectif est à la fois de proposer au grand public et aux conseils départementaux d'accéder à leurs données. Donc, je reviens peut-être rapidement sur la méthode projet. Donc, ce projet a été financé dans le cadre du plan de relance. Nous avons fait appel donc aux conseils départementaux pour nous aider à définir en fait leurs besoins métiers. Enfin, ça s'est plutôt passé côté DRES en interne d'abord, et ensuite on a partagé un petit peu les priorités de ces indicateurs. Donc, ce projet en fait a été conçu en 2 temps. Donc, dans un premier temps, permettre de partage d'indicateurs, une restitution directe d'indicateurs présélectionnés prioritaires, donc dans les 4 thématiques que Olivier a décrites, avec simplement des indicateurs préformatés sous Digdash, ainsi qu'un moteur de comparaison permettant la comparaison entre différents départements. Et dans un deuxième temps, donc qui n'est pas encore totalement étudié, donc éventuellement de permettre une évolution de cet outil en créant des indicateurs un petit peu plus spécialisés par le biais d'un dashboard un petit peu self-service qui permettra à des acteurs professionnels de construire leurs propres indicateurs et d'aller un petit peu plus loin dans l'analyse des données. Donc, pour cela, donc, les différents acteurs, Olivier les a déjà décrits côté DRES. J'ai déjà parlé en fait de tout ce qui est sur cette slide. Disons que voilà le marché interministériel, donc valorisation de la donnée, qui a financé ce projet. Donc je vais vous parler moi très rapidement de l'architecture du projet. Donc c'est un petit peu reprendre ce qu'Olivier a décrit. Donc en entrée en fait on va avoir des données des conseils départementaux qui vont être envoyées à l'adresse par le biais de questionnaires, d'enquêtes et différents documents que l'adresse va formater et agréger pour faire des jeux de données donc, qui sont déjà disponibles sur le site de l'adresse en open data, que chacun peut aller télécharger. Et donc l'intérêt de ce projet, c'est de permettre une visualisation de ces indicateurs qui ne vont pas forcément parler à tout le monde, on ne sait pas forcément quelles données on a besoin d'aller chercher sur le site. Donc c'est de permettre de classer en fait ces indicateurs par thématique et de les restituer par thème et par sous-thème que l'on va voir après durant la présentation directement sous Digdash. Donc le projet Vilas, on le voit ici, démarre en fait à partir des données déjà formatées de l'adresse, vont être remises en forme, vont être intégrées dans un ETL, donc Extract Transform Load, donc open source qui s'appelle le Pentao Data Integration, donc on utilise chez Atoll, donc qui vont permettre d'alimenter en fait des jeux de données directement ingérables par l'outil Digdash. Donc ici, nous n'avons pas on parler de base de données ou d'entrepôt de données. On va directement utiliser ces fichiers et les intégrer dans Digdash. Pourquoi cet effet comme ça ? Eh bien, simplement, les fichiers de l'adresse ont une évolution, on va dire, assez lente, puisque ce sont souvent des données annuelles qui ne nécessitent pas forcément une alimentation très régulière, journalière. Donc, dans cette première partie du projet Vilas, la mise à jour se fera au fur et à mesure des nouvelles
des nouvelles données annuelles sur la plupart des indicateurs et seront mises à jour au niveau de l'outil. Dans une deuxième phase, il était éventuellement possible que, si les études confirment ce besoin, de créer une base de données ou un entrepôt qui permettront une alimentation plus automatisée de la chaîne. Voilà pour l'architecture. Donc, je vais passer la parole et la main à Olivier pour la présentation et la démonstration sur l'outil. D'accord. Parfait. Merci beaucoup. Donc, en fait, Vilas, c'est donc un tableau de bord qui permet donc de visualiser un certain nombre d'indicateurs localisés sur l'action sociale, mais qui a été conçu pour aller, on va dire, de l'infiniment grand, c'est-à-dire d'une page d'accueil très généraliste, avec des indicateurs de contexte, jusqu'à l'infiniment, on va dire, spécifique, qui va donc détailler des données beaucoup plus localisées, c'est-à-dire par département, et beaucoup plus spécifiques concernant les thèmes et les thématiques de politique publique qui sont conduites dans les départements. Donc on arrive sur une page d'accueil qui est donc celle-ci que vous voyez, avec d'une part sur la droite donc une carte de France, mais pour l'instant la page d'accueil est positionnée par défaut sur la France métropolitaine. Et puis, vous avez un certain nombre d'indicateurs de contexte, d'entrée en matière, qui sont donc rapportés bien sûr au champ démographique et social, avec des données sur la population, le taux de pauvreté, la structure de la population, le taux de chômage. Et puis, si je descends, il y a des indicateurs de contexte supplémentaires qui sont ici liés à la thématique des minima sociaux et de la pauvreté. Donc, on va avoir des éléments sur les revenus, les inégalités de revenus, les dépenses d'aide sociale par habitant, des problématiques du logement, et puis d'autres indicateurs qui portent sur la démographie, l'activité de la population, la répartition de la population par catégorie sociale, et également des indicateurs qui ont trait au domaine de l'enfance, c'est-à-dire plutôt à la démographie de l'enfance, et notamment des naissances. Donc ça, c'est la page d'accueil qui permet donc d'arriver sur l'outil. Et sur cette page d'accueil, on va avoir des petits boutons qui vont renvoyer vers une présentation générique de l'adresse, et puis un autre qui permet de nous contacter et donc de poser des questions. Donc il y a une boîte mail qui est spécifiquement dédiée à cet outil et qui permet de répondre aux questions des utilisateurs. On a également en haut à droite, ici, donc l'intégralité des indicateurs qui sont présents dans l'outil. Donc, ils sont classés par thématique. Donc, il y a les indicateurs de contexte dont je parlais tout à l'heure. Et puis, il y a des indicateurs plus spécifiques, donc par thématique. Donc, je ne vais pas les détailler tous, hein, j'y reviendrai tout à l'heure, mais ils sont classés par thématique. Donc là, on a le grand âge. On a les indicateurs qui ont trait ici à la thématique du handicap. Les indicateurs qui ont trait à la thématique minima sociaux et pauvreté, et puis les indicateurs qui ont trait à la thématique enfance et famille et protection de l'enfance. Donc comme ça, on a une vision d'ensemble de tous les indicateurs présents, et cette possibilité d'accès donc à cette liste d'indicateurs, elle est présente sur toutes les pages du tableau de bord. Ce qui est aussi à noter, c'est que derrière cette liste d'indicateurs, il y a des liens qui permettent d'accéder à la donnée mise en forme sur le site de l'adresse. Par exemple, si je clique sur les dépenses brutes d'APA par habitant et par bénéficiaire, à domicile ou en établissement, donc le lien vers la donnée mise en forme de l'adresse va s'opérer, et donc je vais retrouver ici les tableaux
qui sont présents sur le site de l'adresse. Donc, j'espère que vous voyez le fichier en train de s'ouvrir. Et donc, les données vont pouvoir s'afficher. Donc, elles sont déjà mises en forme. Elles ont des titres, des intitulés de colonnes, des notes de lecture, des précisions sur le champ. Enfin, on a toutes les métadonnées qui sont nécessaires pour visualiser cette information. Alors, je vais revenir maintenant à l'outil. Voilà, donc j'espère que vous le voyez. Faites-moi signe si vous avez des... C'est bon, Olivier, ça fonctionne. D'accord. Donc, cette liste-là qui permet d'accéder aux données mises en forme. On a également sur chaque vignette, ici quand on survole une vignette, on a également deux petits boutons. Il y en a un qui permet d'avoir une description peut-être un petit peu plus sommaire que ce qu'elle est dans les fichiers mis en forme, mais de la source et du champ sur lequel porte l'indicateur. Et puis, on a la possibilité également de télécharger ici la donnée brute. Donc ça répond à deux besoins. Donc, le premier besoin, tout à l'heure, sur la donnée mise en forme, c'est d'avoir les données déjà prêtes et déjà, je dirais, documentées, mises en forme. Et ici, c'est une donnée brute qui répond à un autre besoin, qui est de pouvoir être retravaillée ensuite par les utilisateurs qui le souhaiteraient. Et donc ça, on a ces éléments-là sur chaque vignette de chaque indicateur et sur chacune des pages du tableau de bord. Donc voilà pour la page d'accueil. Une fois qu'on est sur la page d'accueil, donc on va vouloir aller visualiser des choses un petit peu plus fines, par exemple sur un département. Donc on peut sélectionner un département en cliquant dessus. Donc là, j'ai pris l'exemple de la Sarthe. Et on a ce bouton qui permet d'accéder aux indicateurs départementaux sur ce département. Donc là, on va, je vais cliquer une fois de trop, voilà, on va atterrir sur une page d'orientation qui permet de retracer un peu, de présenter les 4 grandes thématiques qui composent l'outil VILAS, qui correspondent aussi aux 4 grands domaines des politiques publiques exercées dans les départements, donc enfance et famille, grand âge, autonomie, handicap et puis minima sociaux et pauvreté. Donc on a cette page un peu d'orientation. Pourquoi ? Parce qu'il peut y avoir différents utilisateurs. Les uns peuvent être davantage intéressés par la thématique enfance et famille, les autres par la thématique handicap. Donc on a cette orientation-là qui est proposée pour permettre d'accéder plus rapidement à l'indicateur souhaité. Donc, si on choisit un indicateur, donc on a une présentation de la thématique, et donc là, on va véritablement arriver sur une page qui va présenter les indicateurs qui se rapportent à cette thématique-là. Sur le bandeau de gauche, donc on va retrouver les 4 thématiques avec des sous-rubriques. Donc, une fois qu'on est dans une thématique, on a en général une rubrique caractéristique générale, mais de la thématique en question, donc avec des indicateurs génériques, mais qui se rapportent à cette thématique. On va avoir une sous-rubrique qui va plutôt parler des bénéficiaires des mesures. Alors, ça va être, par exemple, des bénéficiaires de l'APA pour tout ce qui est grand âge, autonomie, ou ça va être des bénéficiaires de mesures d'aide sociale à l'enfance pour la thématique enfance et famille, de prestations sociales pour la thématique minima sociaux et pauvreté. On va avoir une autre rubrique qui va plutôt être consacrée aux établissements sociaux et médico-sociaux, donc qui accueillent ces différentes populations. Et puis, on va avoir une autre sous-rubrique qui, elle, va être plus spécifiquement dédiée aux dépenses
que les conseils départementaux consacrent à ces actions, à ces mesures et à ces politiques publiques. Alors, il y a des variantes, bien sûr, selon les thématiques. Par exemple, sur enfance et famille, on a rajouté une sous-rubrique PMI, protection maternelle et infantile. Sur la thématique grand âge et autonomie, on a rajouté une thématique prospective, puisqu'on dispose de projections à 2050 de bénéficiaires de l'APA et de personnes âgées dépendantes. Mais grosso modo, les rubriques sont organisées comme ceci. Une sous-rubrique consacrée aux bénéficiaires, une sous-rubrique consacrée aux établissements et à l'activité des établissements qui accueillent ces populations, et puis une sous-rubrique dédiée aux dépenses que les conseils départementaux consacrent à ces politiques publiques. Donc là, je suis dans la sous-rubrique caractéristiques générales de la thématique grand âge autonomie. Donc, je vais pouvoir visualiser la répartition des bénéficiaires de l'APA par sexe, niveau de dépendance, GIR et mode de vie, donc à domicile ou en institution. Je peux faire varier ici la décomposition, et donc on a les variables, on va dire, qui se mettent automatiquement à jour. J'ai des données sur l'évolution du taux de bénéficiaires de l'APA par tranche d'âge, donc plus de 60 ans ou plus de 75 ans. Je vais avoir la même chose, mais découpée selon domicile et institution. Je vais avoir des éléments également sur la distribution des revenus des bénéficiaires de l'APA et de la part de ceux qui utilisent pleinement leur plan d'aide, qui leur ont été notifiés, etc., etc. Sur la partie prospective, donc je vais avoir des projections du nombre de bénéficiaires de l'APA selon différents, à l'horizon 2050, mais selon différents scénarios qui peuvent être tout à fait paramétrés, avec une ventilation entre les hommes et les femmes. Sur la partie établissement, je vais avoir le taux d'équipement en place d'hébergement et lit médicalisé pour 1000 personnes de 75 ans et plus. Et des éléments aussi sur les places installées dans les EHPAD ou les résidences autonomie. Et puis, quelques indications également sur l'offre en service de soins infirmiers à domicile, en infirmiers libéraux, et puis également sur l'évolution du nombre de personnes qui bénéficient d'une aide ménagère financée par le département, enfin tout un tas d'indications qui se rapportent à l'accompagnement et à l'offre. Et enfin, pour ce qui est des dépenses des conseils départementaux, donc on aura l'évolution des dépenses totales d'APA par habitant, par bénéficiaire également. On aura la dépense brute, les dépenses totales d'aide aux personnes âgées, donc là ça va au-delà des seuls bénéficiaires de l'APA, et les dépenses totales d'aide à domicile, donc qui sont également versées. Donc, voilà. Donc, un aperçu des différentes rubriques et sous-rubriques de la thématique grand âge autonomie. Alors je ne vais pas balayer toutes les rubriques et sous-rubriques, je vais simplement insister sur le fait sur le principal apport de cet outil, qui est de pouvoir comparer les départements les uns avec les autres. Donc ici, on a des fonctionnalités qui nous permettent de comparer les départements entre eux. Donc soit on peut choisir de comparer un département en choisissant des départements de comparaison parmi une liste qui est donc proposée. Donc on peut choisir par exemple de comparer le département de la Sarthe à des départements voisins par exemple, voilà, pour ou tous les départements de la région Pays de la Loire par exemple. Ici, donc il reste la Vendée. Voilà. Et donc, vous voyez que les données qui sont relatives au département de comparaison que j'ai sélectionné vont se mettre à jour automatiquement et s'afficher sur le tableau de bord pour tous les indicateurs.
Et on aura voilà, des petits éléments ici de légende qui permettront de repérer un petit peu par couleur à quel département telle ou telle courbe se rapporte. Voilà. Et cette mise à jour, donc cet affichage des départements de comparaison, donc là je suis sur la sous-rubrique dépenses des conseils départementaux, mais elle vaut aussi, elle est effective pour toutes les autres rubriques et sous-rubriques. Donc si je vais sur ici la rubrique handicap, établissements et services, hein, donc ces départements de comparaison que j'ai sélectionnés s'affichent également sur tous les indicateurs et tous les graphiques. Donc, même chose pour minima sociaux et pauvreté. On a tous les départements qui s'affichent. Donc, on peut choisir les départements de comparaison. Et puis, on peut aussi les choisir sur des critères un petit peu plus objectifs et statistiques, puisque au sein d'une même région, il peut y avoir bien sûr des départements qui ont des caractéristiques très 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 différentes. Donc l'outil va proposer plutôt des départements jumeaux, mais jumeaux sur le plan statistique. Donc là, par exemple, dès que l'on clique sur la fonctionnalité de comparaison sur critères, l'outil va nous afficher une carte avec bien sûr la Sarthe en couleur unique, mais il va proposer des départements de comparaison eu égard à un certain indicateur. Ici, c'est l'indice de vieillissement, c'est-à-dire le rapport entre la population âgée de plus de 60 ans sur les moins de 20, et donc ça donne une idée de la structure de la pyramide des âges du département en question. Et l'outil va dire, ben voilà, du point de vue de la pyramide des âges, du point de vue de la structure de la population par âge, des départements auxquels il serait pertinent de comparer la Sarthe, eh bien c'est l'Indre-et-Loire, la Côte d'Or, l'Hérault et le Vaucluse. Donc là, cet indicateur de vieillissement, hein, de structure de population par âge, il peut être intéressant si on s'intéresse à la problématique de l'enfance. Hein, on cherche à comparer des départements qui ont à peu près la même part de moins de 20 ans, ou si on s'intéresse à la problématique du vieillissement et de la dépendance, donc des départements qui ont à peu près la même structure de population en matière de personnes âgées. On peut également faire varier cet indicateur de comparaison. Donc ici, c'était l'indice de vieillissement, mais on peut tout à fait choisir la taille de la population. Si on prend la taille de la population, c'est-à-dire le nombre d'habitants, et bien là, il va nous proposer d'autres départements de comparaison. Donc on aura par exemple la Somme, on aura ici la Marne, la Saône-et-Loire, et puis éventuellement également le Vaucluse. Si on est plutôt sur des problématiques insertion de bénéficiaires de minima sociaux, pauvreté, on a le taux de pauvreté ou le taux de chômage. Donc si on veut comparer la Sarthe par rapport à des départements qui ont des taux de pauvreté équivalents, ben là, il va nous proposer plutôt le Puy-de-Dôme, la Corrèze ou encore la Saône-et-Loire. Donc on voit que voilà, la Saône-et-Loire apparaît 2 fois, donc sur deux critères différents, donc ça peut être un département intéressant à comparer. Donc si je clique dessus sur la Saône-et-Loire et que je valide ici, eh bien donc j'ai effectivement ces données qui vont s'afficher. Et encore une fois, ça va s'afficher sur toutes les rubriques et toutes les sous-rubriques. Comme ça, on aura possibilité de comparer les deux départements qui ont un certain niveau de ressemblance hein, sur égard à un certain nombre de critères statistiques, et donc on pourra donc les comparer selon des critères pertinents. Alors, on peut aussi mêler dans la comparaison des départements qui ont été choisis sur critères et des départements qui ont été choisis peut-être de façon un petit peu plus arbitraire. Donc, si je rajoute ici, par exemple, les Alpes-Maritimes,
Donc, les Alpes-Maritimes vont également s'afficher, même s'ils n'ont pas été choisis sur des critères statistiques. Hein. Donc, ça fonctionne également dans ce cadre-là. Donc voilà pour cette fonctionnalité. Donc c'est le principal apport de l'outil Vilas, hein, c'est-à-dire que en fait, comme je disais au tout début, donc j'ai ici la liste de tous les indicateurs qui sont présents dans l'outil. Il y en a une centaine au total. Pour chaque indicateur, j'ai le lien vers la page du site de l'adresse et le tableau, on va dire, dans lequel il figure. Donc, tableau mise en forme, documenté, avec titre, note de lecture, champ, etc. Ce qui veut dire que, en fait, Vilas s'alimente directement à partir d'indicateurs qui sont déjà sur le site de l'adresse. Donc, en fait, l'outil ne crée pas d'indicateurs supplémentaires, mais il met en forme des indicateurs qui sont déjà présents de toute façon sur le site de l'adresse, déjà validés, traités, analysés et diffusés. Donc c'est un outil qui permet donc de visualiser et de rassembler dans un même endroit, dans un même outil, dans un même lieu, dans un même tableau de bord, des indicateurs qui existent déjà, mais qui sont, on va dire, un peu disséminés et éparpillés à plusieurs endroits dans les données que le site de l'adresse diffuse et auxquelles il permet d'accéder. Donc ça, c'est un choix qu'on avait fait avec les utilisateurs dans l'immédiat, c'est-à-dire que un indicateur qui figure dans Vilas est forcément un indicateur qui a été auparavant traité, validé, analysé par la statistique publique et qui a été diffusé sur le site de l'adresse. Alors, donc voilà un petit peu l'état des lieux et donc l'ensemble des indicateurs et des fonctionnalités que l'outil offre actuellement. Donc ça, c'est une version 1 donc, qui a été déployée donc, au mois de novembre dernier, donc à partir du projet hein, qui a démarré au printemps 2022, donc qui a été déployé et conçu dans un temps assez court. Et qui donc permet d'afficher les indicateurs qui existaient déjà sur le site de l'adresse. Pour autant, là, on est en train de travailler sur une version 2 de cet outil pour 2023 qui va enrichir, d'une part, qui va permettre de mettre à jour, bien sûr, les indicateurs qui y figurent. Hein. Donc, dès qu'un nouveau millésime est disponible, eh bien, il sera mis à jour dans l'outil. On va réfléchir aussi à enrichir l'outil avec des nouveaux indicateurs qui n'étaient pas retenus jusque-là, mais qu'il serait peut-être pertinent d'ajouter eu égard aux besoins des utilisateurs. On va aussi dans l'avenir, alors peut-être dans un avenir un petit peu plus lointain, y ajouter des indicateurs qui actuellement n'existent pas, mais qui, dans les mois ou les années à venir, vont commencer à exister. Donc, je parlais au début de mon intervention des données individuelles que nous sommes en train de faire remonter par les départements sur les bénéficiaires, par exemple, les parcours d'orientation des bénéficiaires du RSA. Ces données individuelles vont nous permettre d'avoir, par exemple, des indicateurs infradépartementaux, chose que les données agrégées à l'échelle départementale dont on dispose pour l'instant ne nous permettent pas. Même chose, ces données individuelles, si on les apparie avec d'autres sources administratives, on va pouvoir observer des choses qui sont actuellement non observées à une échelle territoriale fine. Exemple, l'origine sociale des parents d'enfants bénéficiaires de mesures d'aide sociale à l'enfance. Ou encore le devenir, 10 ans après l'obtention de la majorité, des anciens enfants de l'aide sociale à l'enfance. Donc ça, ce sont des choses qui
pour l'instant, ne sont pas systématiquement observables à une échelle territoriale, départementale ou infradépartementale, mais qui, dans l'avenir, par le biais de ces nouvelles sources, pourront être observables et donc enrichir l'outil VILAS. Et puis, l'autre enrichissement, l'autre type d'enrichissement auquel nous sommes en train de réfléchir, c'est peut-être d'avoir des fonctionnalités un petit peu différenciées selon les utilisateurs. On peut penser à des fonctionnalités un peu plus élaborées qui permettraient par exemple de croiser deux indicateurs qui actuellement dans VILAS sont dans deux rubriques différentes. Si je prends par exemple les bénéficiaires du RSA, donc on a le taux de bénéficiaires du RSA dans les minima sociaux et la pauvreté, on a les bénéficiaires de l'AAH dans la rubrique handicap, on peut avoir envie de croiser ces indicateurs et voir comment les départements, la distribution des départements s'organise autour du croisement de ces indicateurs-là. Donc, on est en train de réfléchir à des fonctionnalités avancées, à un enrichissement d'outils par le biais donc d'un nouveau groupe d'utilisateurs qui va se mettre en place et qui va se réunir très prochainement pour avancer sur ces évolutions. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire pour cette version 1 de l'outil VILAS. Je vais pouvoir peut-être arrêter le partage. Merci Olivier. On va peut-être du coup directement passer aux questions-réponses. Oui, il y a plusieurs questions qui ont été posées. Il y a des questions qui ont été répondues directement, mais je pense que c'est pas mal de les partager. Oui. Donc, il y avait une question plutôt pour Olivier. Quels sont les CD qui ont participé aux ateliers de travail? Donc, vous avez répondu dans le chat. C'est peut-être pas mal de le... Oui, tout à fait. Donc, on avait des représentants de différents départements, donc l'Oise, l'Eure, la Seine-et-Marne. On avait la collectivité européenne d'Alsace. On avait la métropole de Lyon. Voilà, j'espère ne pas en oublier. On avait également des représentants aussi des directions d'administration centrale, comme la direction générale de la cohésion sociale. Ok, merci. Alors, on avait une question sur la possibilité de comparer des départements sur plusieurs critères, par exemple taille de la population et indice de pauvreté. Donc celle-là, j'ai répondu dans le chat. En fait, c'est une question qui s'est posée au départ avec Olivier, c'est est-ce qu'on définit un moteur qui va faire une sorte de mix de différents indicateurs et imposer à l'utilisateur un département pertinent. Mais dans ce cas, l'utilisateur ne serait pas au courant du calcul et des vrais critères de pondération entre des indicateurs de nature différente. Donc, on a préféré la transparence et la simplicité sur des critères simples, voilà, pour ne pas donner l'impression d'un calcul un petit peu obscur qui serait fait par l'outil. Je sais pas, Olivier, si vous voulez... Tout à fait ça. C'est-à-dire que si on veut calculer un indicateur de proximité entre départements qui mélange plusieurs critères, la taille de la population, le taux de chômage, le taux de pauvreté, etc. Pour calculer cette distance, on est obligé de pondérer, de choisir arbitrairement une pondération entre les distances élémentaires, l'une sur la taille de la population, l'autre sur le taux de chômage, l'autre sur le taux de pauvreté, etc. Et donc, on est obligé de dire, est-ce que un écart de 1% sur la taille de la population entre deux départements, c'est la même chose qu'un écart de 1% sur le taux de chômage, ou est-ce que c'est 2 fois moins important ou 5 fois moins important? Donc, on est obligé de déterminer de façon un petit peu arbitraire des pondérations et une hiérarchie, on va dire, entre ces différents indicateurs de comparaison. Et donc, comme c'est arbitraire de fixer ces comparaisons, on a préféré ne pas le faire et donc de laisser ces critères isolément sans calculer de distance globale entre les deux départements sur l'ensemble des critères. Merci. Est-il prévu des données plus fines à l'intérieur du même département, par exemple au niveau des EPCI? Alors, pour l'instant, donc en fait, comme je disais, les données qui sont dans VILAS sont issues
des données qui sont déjà diffusées par l'adresse sur le site de l'adresse. Et ces données-là, elles proviennent d'enquêtes qui sont menées depuis des dizaines d'années, depuis le début des lois de décentralisation, auprès des départements, mais ce sont des enquêtes agrégées. Donc on demande aux départements des éléments sur, par exemple, les parcours d'insertion des bénéficiaires du RSA, les caractéristiques, mais au niveau agrégé, au niveau global sur l'ensemble du département. Donc pour l'instant, on ne dispose pas, via ces enquêtes auprès des départements, de données plus fines que l'échelle départementale. Ceci étant, comme nous avons commencé donc des remontées individuelles sur notamment les bénéficiaires du RSA, que nous allons les poursuivre avec les bénéficiaires de l'APA et de la PCH, et puis des bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance, qui dit données individuelles exhaustives, dit possibilité de descendre à n'importe quel échelon géographique infradépartemental, et donc théoriquement dans quelques années, le temps que ces nouvelles données aient été traitées et puis qu'on ait un petit recul historique sur ces données-là, eh bien, il sera possible d'y injecter des données infradépartementales. Alors, il y a déjà des données infradépartementales qui sont produites par la statistique publique, hein, des taux de pauvreté, des taux de chômage, des structures démographiques, ça, on a déjà les éléments, mais sur l'activité des conseils départementaux et des politiques publiques qui sont menées, il faudra attendre un peu de temps. Merci Olivier. Alors, ça a déjà été répondu, mais comment allez-vous sélectionner vos indicateurs? Enquête auprès des départements, travail avec DRESS. Donc, vous avez évoqué la création d'un nouveau groupe de travail pour l'évolution. Donc, on va dire pareillement que pour la première phase du projet, donc avec les conseils départementaux et avec l'adresse. Voilà, et puis donc on a aussi, donc comme je le mettais en page d'accueil, donc on a ce groupe-là qui va se réactiver la semaine prochaine, hein, puisqu'on a notre première réunion. Et puis comme je le disais, on a sur la page d'accueil de l'outil un lien vers une boîte mail qui permet de nous contacter et donc de faire des suggestions également d'ajout de certains indicateurs ou de poser des questions sur la signification d'indicateurs existants. Merci. Alors, est-ce que Vilas est déjà accessible sur le site de l'adresse avec les jeux de données jusqu'en 2021? Alors, je peux répondre à moitié. Donc oui, Vilas, je réponds à la fois aussi à la dernière question, qui pourra accéder à Vilas? Donc c'est open, donc tout le monde peut y accéder, il n'y a pas de compte ou de connexion. Donc il y a soit un lien sur le site de l'adresse qui a été copié dans le chat. Vous pouvez aussi taper Dress Vilas et vous tomberez a priori sur la page avec un lien d'accès. Alors, concernant le jeu de données jusqu'en 2021, en fait, ça va dépendre des indicateurs. Certains indicateurs doivent avoir les derniers millésimes, d'autres non. Donc ça va vraiment dépendre, Olivier, de la disponibilité de ces données-là. Hein. C'est ça. Certains indicateurs sont annuels. Donc, il faut en général il y a un décalage d'1 an ou de 2 ans en fonction de la période où ils ont été collectés et puis le temps de traitement qu'ils ont nécessité. Il y a d'autres indicateurs qui sont plus structurels, par exemple les indicateurs qui viennent de l'INSEE sur les revenus ou sur le recensement de la population, eux qui ont un décalage de 2 ou 3 ans. Donc chaque indicateur a sa temporalité de mise à jour. Alors, une question un petit peu plus technique. Est-ce que nos tableaux de bord d'indicateurs sont générés à partir des données stockées dans un entrepôt de données? Si oui, comment se fait la mise à jour de cet entrepôt? Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, sur la première partie de ce projet, non, il n'y a pas d'entrepôt de données. Ce sont des fichiers directement retraités par un ETL et ingérés par Digdash qui sont restitués. Et du coup, la mise à jour, donc c'est l'avantage de Digdash, donc peut être faite directement par l'adresse. Donc, il y a déjà... Olivier, quelques données qui ont été mises à jour récemment, en début d'année. Donc simplement, en retraitant ces données, en mettant à jour les sources dans Digdash pour mettre à jour ces indicateurs. Donc là, peut-être, Olivier, si vous pouvez témoigner de, on va dire, comment ça s'est passé en termes de facilité de mise à jour ou de compétences requises pour faire ça. En fait, donc les données ont été structurées dans des datasets qui ont été optimisés
la source, à la base, pour que la mise à jour soit la plus facile possible. Et donc, effectivement, quand un nouveau millésime est venu s'ajouter au millésime précédent, eh bien, il y a juste eu cet ajout à faire dans les datasets et ensuite l'implémentation du graphique dans Vilas était quasi automatique, donc ça a grandement facilité les choses. Merci. Alors celle-ci, je ne comprends pas entièrement. Lorsqu'on va finement dans le détail des indicateurs, est-ce que vous annulez l'affichage de certains résultats s'ils ne contiennent pas assez de données et donc vous considérez que l'indicateur n'est pas représentatif? Donc là, sur les indicateurs qui sont implémentés, c'est vraiment des indicateurs sur lesquels on a des données. Alors, ça peut être sur... il y a certains indicateurs qui ne reprennent que la dernière valeur. Typiquement, alors je ne sais plus de tête quel indicateur on va afficher juste un KPI, par exemple, d'une valeur de dernière année, d'autres qui remontent assez loin, d'autres qui sont même des projections. Donc, en fait, de toute façon, les indicateurs qui ont été sélectionnés sont considérés comme représentatifs. Alors, il peut manquer des données, notamment sur des départements des dom-tom, qui en général, il y a peut-être un petit peu plus de trous dans la raquette. Mais globalement, les indicateurs choisis sont considérés comme représentatifs. Tout à fait. En fait, ces choses-là ont été traitées en amont, puisque comme on a fait le choix justement que Vilas s'alimente du site de l'adresse, eh bien, les questions de représentativité, de robustesse ont déjà été traitées en amont. Donc, si l'indicateur il est diffusé sur le site de l'adresse, s'il y a une valeur, ça veut dire qu'on, dans la phase de traitement, on a jugé que la qualité est suffisante pour qu'il fasse l'objet d'une diffusion. Et quand il n'y a pas de données, c'est que soit il y a eu une non-réponse, ou soit la qualité n'a pas été jugée suffisante. Donc, ce n'est pas Vilas qui va traiter ces questions-là, mais c'est en amont les équipes statistiques de l'adresse qui s'intéressent à ces questions de robustesse. OK. Les données pourront-elles être analysées au niveau des EHPAD? Alors là, je pense que c'est, on va dire, un maillage très spécifique. Je ne sais pas comment se passent les remontées de données à ce niveau-là. Alors, si la question est, est-ce qu'une personne travaillant en EHPAD peut accéder à ces données? La réponse est oui, puisque donc l'outil est largement ouvert. Si la question est, y a-t-il des données par EHPAD? Donc là, la question est non, puisque les enquêtes de l'adresse sont soumises au secret statistique, et donc on ne peut pas diffuser des données qui portent sur une seule unité, que ce soit une personne physique ou un établissement. Sur quels critères sont sélectionnées les personnes qui participent au groupe de travail? Alors, c'était sur la base du volontariat, donc après une consultation qu'on avait menée auprès de différentes structures. Il y avait notamment l'ANDAS, il y avait des réseaux de correspondants aussi via les directions régionales, donc les DRETS. Donc, c'est par ces canaux-là qu'on a recueilli un certain nombre de candidatures. D'accord. Donc, éventuellement, s'il y a des personnes ici qui sont intéressées, elles peuvent vous écrire sur l'adresse de contact. Oui, tout à fait, oui. D'accord. Est-ce qu'au niveau technique, l'outil peut être interrogé via un API? Est-ce que certaines de ces données sont accessibles en open data? Donc, API, non. Open data, oui. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, sur chaque indicateur, la source pointe vers le site de l'adresse et sont également téléchargeables, on va dire le dataset qui a servi à l'affichage de chaque graphique est téléchargeable en CSV. Pour la mise à jour des données 2022 que les CD vont renseigner en avril, Vilas sera-t-il mis à jour avant l'été 2023 ou plutôt après? En termes de timing de mise à jour de données, Olivier, je pense que ça va dépendre de beaucoup de choses. Oui, ça dépend de beaucoup de choses. Donc, pour certains éléments, on est plutôt sur du 2020-2021. Donc, il faut attendre que l'ensemble des données des départements nous ait été remontées. Alors, les enquêtes que l'on mène sont faites à des temporalités différentes. Certaines sont faites en début d'année, d'autres en milieu d'année, d'autres en fin d'année. Donc, il faut attendre que l'ensemble des réponses des départements
nous a été remonté, et ensuite il y a la phase de traitement, d'analyse, d'imputation, de correction et de diffusion. Donc il faut compter 2 ans entre le millésime d'observation et le moment où les données sont diffusables. Ok. Alors, pas de valeur sur la part des logements suroccupés, comme on l'a vu dans la page d'accueil, effectivement. Est-ce une donnée à venir? Non, je crois que c'est tout simplement qu'il est en train d'être actualisé. Logement suroccupé, il me semble, avec les dernières données. Et là, effectivement, il n'est pas disponible. Il me semble que c'était ça, Olivier, non? On avait parlé des logements suroccupés, du traitement. Oui, sur la mise à jour. Oui, sur la mise à jour des dernières données. Donc non, mais il sera prochainement disponible. Sûrement cette semaine. Alors, les données utilisées pour générer les tableaux de bord indicateurs sont pré-traitées au niveau ETL ou au niveau des sources. En soi, un petit peu les deux, puisque de toute façon, ils sont pré-traités au niveau de l'adresse, puisque c'est à ce niveau-là que se fait l'agrégation de tout ça. Là, pour les outils qu'ils utilisent, c'est plutôt à Olivier qu'il faut demander. Et après, ils sont effectivement pré-traités avec l'ETL pour en fait, uniformiser un petit peu tous ces documents-là. On va avoir des syntaxes parfois différentes, des colonnes différentes. Donc, on remet tout d'aplomb pour l'injecter en DigDash et qu'on puisse comparer vraiment des départements avec une clé de valeur département. Peut-être pour le pré-traitement au niveau DRESS, Olivier, qu'est-ce que vous utilisez comme outil ou pour l'agrégation des données qui viennent des différents départements? Alors, c'est principalement, nous, ce sont des outils statistiques, hein, donc c'est soit SAS ou soit R, qui est un outil de gestion de données et de traitement de fichiers, donc qui permet de les traiter. Nous, quand on parle de traitement, on parle plutôt d'imputation, de correction, de contrôle de cohérence, plutôt que de mise à un bon format, quoi. Ok. Alors, une petite question. Pour la quinzaine de CD que vous avez présenté qui utilisent DigDash, est-ce que c'est pour de la data vise interne au département? Oui, la question un peu métier. Les départements s'en servent, enfin, vous savez, à quel niveau, dans quel objectif? Pour quel objectif? Est-ce que les départements vont s'en servir pour pour la visualisation interne ou justement pour se comparer ou pour prendre des décisions? Alors, pour ce qui est de Vilas, donc c'est la pilotage de politique publique en interne, mais cet appui au pilotage est facilité aussi par le fait de pouvoir se comparer et donc de pouvoir se positionner les uns par rapport aux autres. Après, peut-être que la question portait sur les autres outils que Vilas qui utilisent Vilas et qui utilisent DigDash, pardon, et qui sont utilisés par les départements, peut-être. Je n'ai pas la précision. Voilà, c'est hors Vilas. Ouais, hors Vilas, donc DigDash est déjà utilisé dans les départements, et la question c'était pour quel. Oui, du coup, c'est peut-être l'occasion de rebondir un petit peu sur le choix de DigDash dans le contexte, d'étendre aussi son usage, parce que vous êtes sur la plateforme Odin, qui est une plateforme qui vous est mise à disposition par la DNUM du ministère de la Santé. Peut-être, est-ce qu'on peut peut-être étendre un petit peu le sujet autour de DigDash, Olivier, aux usages que vous pressentez ou que vous voyez dans des équipes à l'adresse ou au ministère? Oui, donc nous on a cette déjà première expérience avec Vilas. Donc on a une politique aussi globale de développement des outils de data visualisation à travers un certain nombre j'appellerais ça des produits statistiques, on va dire. Alors c'est quoi ces produits statistiques? C'est de la visualisation d'outils de suivi comme le baromètre de la protection sociale. On interroge les Français sur leur perception, leur relation, on va dire, au système de protection sociale. On a aussi des cas types que l'on suit sur différentes dimensions. Par
exemple, typiquement actuellement sur la réforme des retraites ou d'autres projets de réforme comme la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé. Donc on a des cas types, des familles types, on va dire, et on produit des informations à partir de ces données-là. Et donc la data visualisation, c'est un moyen assez simple de vulgariser ou de populariser ce que l'on fait sur ces populations-là. Donc, on est en plein, justement, dans une démarche de développement de ces outils de data visualisation. Donc, Digdash pourrait être utilisé pour d'autres Oui, juste avant de redonner peut-être la main à Grégory, nous, on a par exemple utilisé Digdash pour refaire le décisionnel qui s'appelle, du contrôle sanitaire de l'eau en France pour les ARS avec Digdash. C'est vraiment une plateforme qui va remplacer complètement BO. Et du coup, c'est assez intéressant parce qu'on peut vraiment construire des petites applications décisionnelles. Il y a tout le module de tableau de bord à l'intérieur, de self-service. Donc, dans la dernière version, on peut bénéficier d'un éditeur de formulaire de saisie. Donc voilà, peut-être que Grégory, si tu veux compléter sur certains cas d'usage, comme tu les as décrits tout à l'heure, mais d'autres exemples, peut-être dans des collectivités. Alors oui, l'usage de Digdash au sein des collectivités, notamment des départements. Oui, on a aujourd'hui, je le disais en introduction, une quinzaine, 17 pour être précis, 17 départements qui utilisent Digdash pour leurs besoins internes. Les besoins de tableau de bord dynamique visent finalement toutes les directions. Aujourd'hui, je pense qu'on a des références dans quasiment toutes les directions, que ce soit des directions d'appui, la finance, la RH, la DSI, qui pilotent cette activité-là avec Digdash, ou que ce soit du pilotage d'indicateurs propres au métier, les directions sociales pour leurs propres besoins de pilotage, que ce soit autour de l'éducation avec les collèges, typiquement dans un département. On a aujourd'hui des tableaux de bord sur toutes les activités d'un département ou d'une collectivité au sens large. Et voilà, il y a certaines questions qui reviennent à ce sujet, notamment est-ce qu'on a mis en place des tableaux de bord pour le contrôle de la qualité des données? Alors pour le projet Vilas, non, ça a été fait plutôt en amont. Par contre, sur le projet Aquasis dont je vous parlais avant, c'est un gros projet décisionnel et le premier module Digdash qu'on a fait, c'est un module de qualité des données qui permet de vérifier que les données sont bien renseignées dans les sources, de nous faire sortir toutes les erreurs. Donc voilà, par exemple, ça, c'est vraiment une typologie d'usage de Digdash. Eh bien écoutez, je pense qu'on a répondu à pas mal de questions, quasiment toutes. Il en reste peut-être quelques-unes. Peut-être qu'on vous fera des réponses dédiées. Moi, je tenais vraiment à remercier Olivier d'avoir animé ce webinaire et une présentation qui était vraiment très parlante. Comme vous l'avez entendu tout à l'heure, ce site est un site open, donc vous n'avez juste qu'à le rechercher, comme disait Edouard, via les mots-clés Dress et Vilas, et assez vite vous allez tomber sur l'observatoire qui vous a été présenté. Si jamais vous avez eu des problèmes de connexion, je crois que certains en ont eu, sachez que ce webinaire a été enregistré et que celui-ci sera disponible prochainement dans un replay sur la chaîne YouTube Atoll. Voilà, on vous remercie de votre participation. On vous souhaite une excellente journée. On vous dit à très bientôt pour un prochain webinaire avec Atoll Conseil et Développement et peut-être un autre sujet Digdash. À très bientôt. Merci à vous. Merci à vous. À très bientôt. Merci à tout le monde. À bientôt. Au revoir.